Bonjour et bienvenue dans le podcast En bonne compagnie. Je m'appelle Eva et je suis comportementaliste et journaliste spécialisée dans les animaux de compagnie. Et pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne tous les propriétaires puisqu'il s'agit de la stérilisation. En tant que propriétaire, vous avez forcément été amené à faire ce choix de stériliser ou non votre animal. Entre les idées reçues, les éventuels bénéfices sur la santé de l'animal et le confort au quotidien, il n'est pas toujours évident de se décider. Alors pour faire le point sur ce sujet, je vous propose d'en discuter avec Bruno Fradin et le docteur vétérinaire Antoine Fordin, qui travaillent tous les deux chez Zoetis. Nous allons pouvoir revoir ensemble ce qu'est une stérilisation, quels sont les avantages et les inconvénients, les chiffres importants autour de cet acte chirurgical. Bref, à la fin de ce podcast, il est certain que vous en saurez beaucoup plus sur le sujet et vous serez peut-être même incollables. Bonjour Bruno, bonjour Antoine, comment ça va ? Ça va bien. Bonjour Eva, bonjour Bruno. Super ravi d'être là avec vous pour traiter de ce sujet qui ne devrait pas être un sujet banal. Non, exactement, il est plein d'actualité et on est ravis d'être là. Bon, super. Pour commencer, on va démarrer avec les basiques. Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre une stérilisation et une castration ? Roulement de tambour. Effectivement, dans le langage courant, on a tendance à parler de stérilisation pour les femelles et de castration pour les mâles. Alors en fait, c'est un tout petit peu différent. La stérilisation, c'est vraiment l'acte de rendre stérile, d'accord ? Donc en fait, l'animal va conserver ses organes génitaux, donc qui sont les ovaires pour les femelles et les testicules pour les mâles. Mais par contre, donc, il y aura la fonction hormonale qui sera toujours présente, mais la fonction reproductrice ne le sera plus. Concernant la castration, là, on va retirer les organes génitaux, donc généralement par voie chirurgicale, et ce qui va faire en sorte qu'on va à la fois éliminer la fonction reproductrice, mais également la fonction hormonale. Donc en fait, si vous voulez... Souvent, on parle de stérilisation, de castration. Dans le langage commun, ça veut dire rendre stérile, ça veut dire l'ablation de ces organes génitaux. Et si on veut rentrer même dans les termes un peu plus scientifiques, on va parler notamment d'ovariectomie chez la femelle, qui est l'acte chirurgical qui consiste à retirer les ovaires. Et on va parler d'hystérectomie, qui est l'acte chirurgical qui va consister à retirer l'utérus. Et dans certains cas, il y a une hystérectomie et ovariectomie, ce qu'on appelle l'ovario-hystérectomie. Donc là, au Scrabble, D'accord. par contre, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, ce mot-là. C'est bon ça. Qui va pouvoir permettre, effectivement, de à la fois retirer les ovaires et l'utérus. D'accord. Et généralement, ce qui est pratiqué, c'est plutôt l'ovariectomie plus que l'ovari-hystérectomie ? Exactement, oui, tout à fait. Chez les femelles, en règle générale, et souvent, il n'y a pas de problématique sur l'utérus, donc on va uniquement enlever par voie chirurgicale les ovaires, ce qu'on appelle l'ovariectomie. Tout à fait. Ok, d'accord. Et en termes de chiffres, on sait à peu près quels sont le nombre d'animaux stérilisés en France ? Alors ça, c'est très variable selon l'espèce. Donc pour que ce soit pour les chats ou pour les chiens, c'est différent. Pour les chats, on estime en France que 80% des mâles et 74% des femelles sont stérilisés. Ah oui, c'est énorme comme chiffre. C'est pas vraiment l'impression que ça donne quand on entend parler de la énorme, population féline. En même temps, ce sont des estimations, parce que c'est assez compliqué. On part donc des chats qui sont répertoriés et donc qui sont souvent identifiés, donc médicalisés. Mais on sait qu'en gros, il n'y a que 50% des chats qui sont médicalisés. Donc, ce sont des hypothèses, sont des statistiques, des estimations. Donc, en fait, si on regarde ces chiffres, du coup, il y a plus d'animaux stérilisés d'après ces chiffres-là parce qu'ils considèrent, comme tu disais Bruno, uniquement les animaux identifiés. Absolument. Donc, tous les chats errants qu'on peut rencontrer banalement, clairement, ceux-là, ils ne sont pas pris en compte. Donc, du coup, ce qui ferait, je pense, diminuer ce chiffre. Oui, absolument. Pour les chiens, c'est différent, puisqu'en fait, les chiens sont plus médicalisés. Il y a 75% des chiens qui sont médicalisés. Et du coup, là, les chiffres, ça donne 48% de chiennes qui sont stérilisées et 25% des chiens qui le sont également. Donc, c'est aussi un bon niveau. Et pourquoi plus de chiennes que de chiens ? Tout simplement parce que pour les chiennes, en fait, il y a des changements de comportement. Quand la chienne n'est pas stérilisée. Quand elle est en chaleur, etc. Ouais. Donc, il y a des changements de comportement qui peuvent être plus délicats à gérer pour les propriétaires. Et donc, c'est
un peu plus facile pour eux de gérer les chaînes ensuite une fois qu'elles sont stérilisées. Oui, puis on remarque quand même une responsabilité de plus en plus importante des maîtres, des propriétaires, que ce soit au niveau des femelles mais également des mâles, depuis quelques années justement par ces notions de difficulté ensuite d'adoption. Et puis il faut quand même pas oublier que lorsqu'on est confronté à une mise bas chez nous alors qu'on n'est pas habitué, c'est un vrai, c'est une vraie aventure, et donc il faut s'y préparer, c'est pas toujours évident. Oui, après, c'est sûr que les gens se retrouvent aussi avec des animaux, des chiots, même si c'est très mignon, mais ce sont encore des animaux qu'il va falloir placer, trouver des gens responsables pour s'en occuper. Et c'est, mine de rien, c'est une grande responsabilité que de se lancer là-dedans. Clairement, c'est une grande responsabilité. Et puis, il faut vraiment préparer ce futur-là. Et il faut que la portée elle soit effectivement désirée et qu'on ait, on va dire, quasiment déjà, on trouve acquéreur. Et c'est-à-dire que c'est un acte qui se veut responsable. Et c'est pas parce qu'on pense que la chienne a besoin d'une portée pour être bien, parce que des fois, de temps en temps, on l'entend, ça. Ça, c'est pas du tout vrai, d'accord ? Et donc, du coup, c'est pas rendre service à la chienne de faire une portée, surtout sur certaines races de chiennes où la mise bas est plus ou moins facile. Donc ça se réfléchit franchement vraiment en amont. C'est un peu comme on disait, l'adoption d'un animal qui doit se réfléchir. Là, c'est clairement le cas. Et on ne veut pas générer des abandons supplémentaires ensuite. Oui, plus tard. C'est sûr. Ouais. Et pour les chats, du coup, il y a une différence entre mâle et femelle. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, pour les chats, c'est vrai qu'il y a une sorte de consensus un peu au niveau international. Le but, c'est déjà, et on en a parlé tout à l'heure un peu avec Bruno, on a touché ça du doigt, limiter la prolifération de l'espèce féline. On le sait. 15 millions de chats en France. Ouais, c'est monumental. Ouais. Donc il faut, effectivement, il y a un moment donné, d'ailleurs on le voit chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, on voit des chats partout. Ils vont prendre le contrôle de la ville bientôt. Mais peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est monumental. Il y a 68 millions de Français et 15 millions de chats. Donc c'est une proportion considérable. Mais ils nous apportent tellement de bonheur. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a un calcul qui a été fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet, où on montre qu'un chat va donner de nombreuses portées et qu'au bout d'un certain nombre d'années, on va avoir 20 000 chats. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je crois que c'est au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, je crois que ça fait 20 000 chats. Attention, parce que là, c'est vraiment des estimations, c'est purement mathématique. Ça ne tient pas compte de la vie, des accidents de la vie, la mortalité, etc. Mais donc, c'est sûr qu'il y a quand même une notion de contrôle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut commencer à essayer de contrôler cette population extrêmement croissante avant que effectivement les chats ne nous contrôlent complètement. Exactement, et puis ça peut aller très très vite, comme tu disais Eva, ce chiffre il est quand même assez dingue quand on explique qu'un chat qui a une portée justement tous les ans, ça peut aller rapidement jusqu'à 20 000 chatons, c'est quand même impressionnant. Et les chats sont des prédateurs aussi pour les autres animaux. Donc ça a des répercussions sur plein de choses. Non, complètement. Et puis, encore une fois, après, c'est souvent des animaux qui sont eux-mêmes soumis à leur propre volonté dans la nature. Et puis, des animaux qui ne vont pas non plus être stérilisés. Et donc, qui fait croître ce chiffre-là. Et c'est bien la problématique aujourd'hui en clinique vétérinaire où de plus en plus, on retrouve des chatons qui n'ont pas été désirés. Il faut trouver des familles. Souvent, c'est un peu compliqué. Donc, il y a encore une fois une responsabilisation à avoir autour de ce sujet qui est clairement d'actualité. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut stériliser un animal ? Alors, si on va parler de chats, par exemple, ça se fait... Alors, généralement, on parlait tout à l'heure de population non désirée. Et donc, du coup, pour essayer de limiter au maximum ces chats errants, on essaie de faire ça assez précocement, alors, généralement entre 3, 5, 6 mois, d'accord, de façon à éviter les premières chaleurs et donc ainsi éviter des portées qui n'auraient pas été souhaitées. Donc ça, je parle bien entendu sous contrôle du GRIF, donc le groupe d'études de réflexion d'intérêt félin. Et par contre, si on s'intéresse plutôt aux chats justement non errants, mais des chats de race ou autres que vous avez, là par contre, on va plutôt être autour des 4, 5 à 6, 7 mois, d'accord. Et là, encore une fois, en fonction des races et autres, n'hésitez pas à en parler avec le vétérinaire qui va pouvoir vous conseiller. Ok, et pour les chiens, du coup, on n'a pas tout à fait on parle pas de cette problématique du coup de prolifération. Ce sont quoi les recommandations ? Oui, tout à fait. Elles sont complètement différentes que l'espèce féline. Alors là, en plus de ça, ça va dépendre des années. Elles ont parfois été amenées à évoluer. Donc c'est vrai qu'il y avait encore peut-être, on va parler d'autour de 50 ans, où on expliquait qu'il ne fallait pas stériliser. Moi, je sais, quand j'étais étudiant, il y avait quand même, on poussait au maximum la stérilisation. Et maintenant, on revient quand même sur un discours
beaucoup plus au cas par cas, d'accord. D'accord. Voilà, exactement. Comme il y a quoi une évolution. Tout à fait. Il y a une évolution de pensée aussi, de preuves scientifiques qui permettent aujourd'hui d'expliquer que la stérilisation, elle est bénéfique, d'accord, mais en respectant certaines règles. Et donc, du coup, je pense vous allez en savoir plus durant la suite de ce podcast. Ouais, donc là, pour tous les animaux, ce serait donc pas forcément bénéfique, contrairement à ce qu'on a dit depuis très longtemps. Et pourquoi exactement ? Oui, par exemple, alors là, je vais m'appuyer sur des données qui sont issues de l'AVAC. Donc l'AVAC, c'est pour votre information, l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. Donc c'est un groupe très influent et justement qui possède différents groupes d'études et notamment le groupe d'études en reproduction, élevage et sélection. Et en fait, ils sont revenus sur ces recommandations initiales dont on parlait de stérilisation systématique, en expliquant qu'en effet, il y a des avantages qui sont certains pour contrôler notamment les naissances, et c'est clairement non négligeable quand on connaît tous les abandons, on en a un petit peu parlé, avec cette histoire de responsabilisation autour de ça. Par contre, il y a eu de très nombreuses études ces dernières années qui ont montré que selon la race, le sexe, etc., la stérilisation pouvait, dans certains cas, favoriser l'apparition de certaines maladies. Ah oui, d'accord. Alors encore une fois, le but c'est pas de vous alerter là-dessus, c'est une discussion à avoir avec votre vétérinaire de façon à pouvoir adapter cet acte non anodin à l'état de votre animal. Oui, parce que ce qu'on avait entendu jusqu'à présent, c'est on disait aux gens, surtout stérilisez votre animal parce que vous allez prévenir l'apparition de certaines maladies, notamment les tumeurs mammaires. Je sais pas, moi j'ai souvent entendu parler de ça, du moins pour les femelles, ou aussi les problèmes de prostate pour les mâles. Oui, alors c'est vrai, c'est complètement vrai, Eva. Comme on disait tout à l'heure, le fait de doter chirurgicalement les organes sexuels, donc si on parle des femelles par exemple, les ovaires, il n'y aura plus cette imprégnation hormonale et on le sait, on réduit significativement le risque de tumeurs mammaires. Donc, par exemple, chez la chatte, on réduit ce risque-là d'environ 91% si la stérilisation est faite avant les premières chaleurs et 86% au 1 an de l'animal. D'accord ? Donc, c'est quand même, vous voyez, on est au-dessus des 80%. Donc, c'est clairement très intéressant pour ce type d'affection que sont les tumeurs mammaires de stériliser nos animaux. Mais ça, c'est une des pathologies, mais par contre, il y en a plein d'autres, et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire du cas par cas. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Alors bien sûr, tu parlais tout à l'heure notamment de la prostate. Donc là, on le sait, la stérilisation évite aussi certaines pathologies prostatiques, souvent bénignes, mais chez le chien âgé, d'accord ? Souvent, c'est pas des problématiques chez les animaux qui sont jeunes, parce qu'au moment ils sont en forme, mais c'est plutôt des pathologies qui pourraient apparaître chez les animaux âgés. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est toujours... il y a des avantages à pouvoir faire ça, et notamment sur des hyperplasies de prostate, ce genre de choses, où cette stérilisation peut aussi aider. Hyperplasie, tu peux nous... Oui, bien sûr, c'est une augmentation du volume de la prostate, justement, sous influence hormonale. Donc le fait d'avoir stérilisé, ça permet d'éviter ce type de pathologie. D'accord, ok. Et du coup, les études dont tu parles, là, elles arrivent à la conclusion qu'il ne faut pas stériliser. Qu'est-ce qui est dit exactement ? Oui, alors ce qui est dit, en fait, c'est... Attention, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, on parle effectivement normalement de consensus. Là, sur la stérilisation, ça va vraiment être du cas par cas. Donc, c'est très nuancé en termes de discours. En effet, on en parlait tout à l'heure, en fonction des races, en fonction de l'âge. On va pouvoir ou ne pas pouvoir stériliser, mais ça n'aura pas forcément les mêmes effets. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails, Antoine ? Ça va dépendre de quoi ? Ouais, mais par exemple, alors si on fait une dichotomie relativement simple pour essayer, parce que là, encore une fois, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais par exemple des chiens de petit format, ce qu'on appelle les chiens de petit format, on va se dire des chiens qui font moins de 10 kilos par exemple. Yorkshire ? Ouais, par exemple Yorkshire, le Cavalier King Charles, le Spitz nain, voilà. Il n'y a pas de contre-indication à stériliser avant la puberté. D'accord ? Donc là-dessus, le consensus est relativement clair. Néanmoins, pour des races moyennes à grandes, donc là on va penser à l'épagnol breton, on peut penser à notre fameux labrador, le golden, etc. Là, il est préférable d'éviter la stérilisation avant la fin de la croissance, notamment chez certaines races à risque de pathologie articulaire. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des notions à avoir en tête et encore une fois, comme je vous disais, à appliquer au cas par cas en fonction de la race, notamment ici. D'accord. Et c'est quoi le rapport là avec les articulations ? Alors, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des détails très scientifiques et techniques pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas forcément l'explication exacte actuellement. Ce qu'on sait, c'est que, encore une fois, ça pourrait être lié aux modifications
hormonales qui sont entraînées par la stérilisation, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est vrai qu'il est possible que cette stérilisation favorise l'expression de certaines prédispositions, comme par exemple la dysplasie de la hanche chez le berger allemand. Hein. On sait que c'est une race qui est quand même très à risque par rapport à ça, ou encore le rupture de ligaments croisés chez les retrievers. Donc, c'est vrai que... Ça n'arrive pas qu'aux humains, la rupture des ligaments croisés, du coup. Ah ouais, non, complètement. C'est une pathologie qui est, alors je ne vais pas dire fréquente, mais en tout cas qui n'est pas rare. Hein. Nos amis chirurgiens pourront en parler. Mais en gros, voilà. Ce qui est dit actuellement, c'est que tant que possible, stériliser l'animal le plus tard possible de manière à ce qu'il ait au maximum terminer sa croissance. Et c'est vers quel âge alors du coup, cette fin de croissance ? Et là c'est pareil, si j'avais un chiffre pour tout le monde, ça serait bien. Vous l'attendiez peut-être, raté. Tout va dépendre de la race. On le sait, hein, en fonction des races, la croissance ne va pas intervenir au même moment. Donc plus l'animal appartient à une race de grande taille et plus il va terminer sa croissance tard. Exactement, ouais, Bruno. Donc, par exemple, petit sondage, un Yorkshire, d'après vous, donc on a vu, chien de petit format, d'après vous, la croissance, il la terminera autour d'environ quel âge ? Moins d'1 an ? Ouais, exactement. On peut tabler entre 6-8 et 10-12 mois, d'accord ? Sur un Labrador, on sera plus autour des 6 à 12 mois, hein, 10-12 mois. Et par contre, sur un Cane Corso, donc des chiens là de grande race, ça peut même aller, hein, la croissance peut même perdurer jusqu'à l'âge de ses 2 ans. D'accord ? Ah oui. Donc, il faut vraiment s'adapter à la race. Ok. Et du coup, c'est juste ça comme inconvénient au niveau de la stérilisation ou il y a d'autres choses à savoir ? Non, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres types de pathologies. C'était déjà pas mal. Hein. Oui, non, mais c'est important parce que ça montre aussi l'importance de réfléchir sur ce thème-là, de je prends un animal et en fait, avant même de prendre l'animal, pour moi, il faut qu'on sache oui ou non je stériliserai, oui, enfin voilà, en fonction de ça, est-ce que je prends un mâle ou une femelle ? Ça doit être un acte réfléchi. Exactement. Oui, ça fait partie des premières questions qu'on se pose quand même une fois qu'on l'a adopté, quoi. Ça fait partie des premières rencontres avec le vétérinaire et des choix qu'on fait pour lui. Votre vétérinaire vous en parlera au même titre que l'alimentation, que la prise en charge justement de tout ce qui est pathologie parasitaire, de la vaccination. On va assez rapidement parler de stérilisation ou pas avec vous. Donc par exemple, la stérilisation, dans certains cas, on le sait aujourd'hui, elle peut favoriser l'apparition de tumeurs. Alors je crois qu'il y a des races qui sont prédisposées sur l'apparition de tumeurs, non, c'est ça ? Oui, par exemple pour le risque d'ostéosarcome. Donc là, effectivement, il y a certaines races, par exemple... Ostéosarcome, c'est ? Oui, alors l'ostéosarcome, en fait, c'est tout simplement un cancer des os. Hein. Il y a le mot ostéo et sarcome, donc c'est un type de cancer des os. D'accord. Et par exemple, c'est le retriever. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, retriever, c'est la famille des retrievers, notamment le labrador, donc c'est ce chien un peu d'eau qu'on appelle. Il sera multiplié par 3, d'accord, si on le stérilise avant ses 3 ans. Hein. Et là, je parle du mâle. Des mâles. Donc oui, c'est clairement considérable. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir ces notions-là en tête et votre vétérinaire pourra vous aider de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout, en fonction des races, savoir quand je vais stériliser mon animal. D'accord, c'est quand même pas négligeable comme chiffre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ça peut faire un petit peu peur. Alors, par exemple, on va prendre un chien qui est communément adopté en France. Hein, il fait souvent partie du top 3, c'est le Golden Retriever. Par exemple, on le sait, aujourd'hui, il vaut mieux le castrer après ses 6 mois. D'accord ? Pour le mâle, j'entends. Par contre, pour une femelle, il va plutôt être déconseillé de la faire stériliser. Ah oui, carrément, totalement. Exactement, mais attention, quand je dis déconseillé, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça va vraiment être une balance qu'on appelle bénéfice-risque en fonction effectivement de son mode de vie, etc. D'accord, okay. Donc typiquement, une femelle qui vit avec des mâles qui, eux, ne sont pas castrés, peut-être qu'on prendra quand même cette option-là sous certaines réserves, de façon à aussi faire en sorte qu'elle ait la meilleure qualité de vie possible. Okay ? Donc, par exemple, le Doberman mâle, ça va être à peu près pareil. Hein, c'est parce que ça va notamment augmenter significativement son risque de développer ce fameux cancer des os, hein, l'ostéosarcome. Donc, on va essayer d'éviter, même chez le mâle, pour le Doberman. Donc, vraiment, vous l'avez vu, hein, c'est quelques exemples qu'on pouvait vous citer, mais parlez-en avec votre vétérinaire, ça va être du cas par cas. D'accord. Et toutes ces études que tu cites, là, toutes ces nouvelles découvertes qu'on a faites, les maladies qui sont apparues suite à la stérilisation, est-ce que c'est aussi valable pour le chat ou est-ce que ces études, elles ont été uniquement menées sur le chien ?
Alors, chez le chat, on sait que la stérilisation augmente le risque de certaines maladies, notamment liées au surpoids, comme le diabète sucré. Donc, pour information, le diabète, c'est comme pour l'humaine, c'est-à-dire que c'est un taux de sucre trop important dans le sang. Donc, pour gérer ces pathologies-là, les animaux ont recours à des injections d'insuline pour faire diminuer ce taux de sucre dans le sang. Et donc, après, pour le risque de problèmes articulaires qui augmentent, les études sont controversées. Aujourd'hui, ça ne fait pas encore totalement consensus, mais on conseille quand même, dans tous les cas, d'éviter la stérilisation précoce. Ce qu'on appelle précoce, c'est avant 4 mois, d'accord, notamment à cause du risque anesthésique chez les chatons. On le sait qu'en anesthésie des jeunes animaux comme des chatons, il y a toujours un risque effectivement d'hypoglycémie, on en a un petit peu parlé, et aussi d'hypothermie. Donc on essaie au maximum d'éviter la stérilisation de ces jeunes populations, donc avant 4 mois. En tout cas, en vous écoutant là tous les deux discuter, je trouve que ça permet de réfléchir et peut-être d'essayer d'avoir un avis sur ce sujet et peut-être de remettre en cause, en tout cas de questionner la stérilisation de façon systématique des animaux. On se dit que c'est pas anodin, que c'est un vrai acte d'intervention. C'est une chirurgie, mine de rien. Ouais, et c'est vrai qu'en France, en général, ça nous paraît assez logique de stériliser l'animal. Et on pourrait même parler de chirurgie de convenance. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Ah bon ? Ouais, par exemple, je sais qu'en Norvège, la pratique est maintenant interdite. Parce que le pays a considéré que la stérilisation, c'était un acte véritablement de mutilation. Ah oui, d'accord. Donc du coup, si tu veux stériliser ton animal, tu n'as plus le droit ? C'est pas aussi drastique que ça, en fait. Évidemment, ils l'autorisent, mais seulement dans le cas où ce serait un problème médical. Ah oui, d'accord. Et puis, je crois qu'il y a aussi la Suède et l'Allemagne qui, maintenant, limitent la stérilisation des animaux. Oui, donc, il y a un courant comme ça qui est en train d'arriver. Oui, tout à fait. On sait que ces études remettent clairement en perspective les avantages et les inconvénients de cette pratique-là. Donc, il faut garder en tête que, on a parlé de certaines pathologies. Il y a aussi des problèmes d'incontinence urinaire qui ont été mis en évidence. Donc l'incontinence urinaire des animaux qui vont se faire un peu sur eux. Et donc ça c'est gênant à la fois pour l'animal mais également pour le propriétaire. Et le ménage. Exactement, tout à fait. Non mais puis ça fait de la peine de voir ces animaux comme ça. C'est vrai que c'est jamais agréable. Et parfois même une aggravation de certains problèmes de comportement. Donc c'est vrai que encore une fois, ça dépend. Vous l'avez vu de plein de paramètres. On est sur de la biologie. C'est pas si simple. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire. Mais pourtant, moi j'ai souvent entendu dire que castrer son animal, ça pouvait régler des problèmes de comportement. Alors, tout à fait. Ça peut, dans certains cas, c'est normal que tu l'aies entendu, mais néanmoins, il va falloir rechercher la cause de ces problématiques de comportement. Penser que la stérilisation, dans tous les cas, va régler les problèmes de comportement, là, clairement, c'est vraiment pas la bonne logique à avoir. On sait que si ces problèmes de comportement sont liés aux hormones, donc c'est vraiment avec une cause hormonale, en effet, alors là, la stérilisation va pouvoir permettre, comme on l'a vu en ôtant les organes sexuels, de éviter ces problématiques de comportement parce qu'il n'y aura plus d'hormones. Tout à fait. Par contre, cette stérilisation, elle ne doit jamais être faite en première intention lors d'un problème de comportement. Donc par exemple, si on a un chien agressif, il faut d'abord aller creuser la cause de son agressivité, qui peut venir de plein de choses différentes. Pourquoi pas aller consulter un vétérinaire spécialisé, comme un comportementaliste, pour essayer de comprendre pourquoi, essayer de trouver des solutions. Et en effet, si le problème il n'est pas hormonal, la stérilisation ne changera absolument rien, d'accord ? Donc par exemple, une des premières pistes qui peut être étudiée, c'est la stérilisation qu'on appelle la castration chimique, qui permet justement de ne pas être invasive comme peut l'être la castration chirurgicale, et donc de vérifier si oui ou non ça permet de régler le problème. Ouais. Et ça c'est la pilule ? Ce que tu entends par castration chimique ? Alors chez le chat, oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle communément la pilule. Ce sont des progestagènes. Mais encore une fois, attention. Généralement, je pense qu'un peu avec la médecine humaine, on a tendance à penser que c'est un acte très anodin de donner une pilule à un chat. Absolument pas. Ça peut provoquer de nombreux effets secondaires, d'accord ? Et ces effets secondaires peuvent être relativement graves. Ok ? Donc cette pilule, c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, que votre vétérinaire peut ou pas vous prescrire en fonction des cas. Donc voilà, chez le chat, c'est le cas. Après, il y a effectivement ce qu'on appelle les implants. D'accord, notamment des implants de deslorelline. Alors ça paraît implants sous-cutanés, du coup. Exactement. Donc c'est des implants qu'on met sous la peau. Et donc là, par contre, comme la puce d'identification, finalement. Ouais, tout à fait. Un peu dans ce cadre-là, c'est exactement pareil. Donc là, il n'y a pas d'effet secondaire grave de décrit, et c'est surtout utilisé chez le chat, que ce soit le femelle ou le mâle, et chez le chien aussi, le chien mâle, et notamment chez le chien mâle, ça permet
quand il y a des problématiques de comportement, de voir si cet implant-là peut régler ces problèmes-là. Par contre, il n'y a pas d'AMM pour la chatte impubère. AMM, autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est vraiment les indications des produits sur le marché français. Et du coup, qu'est-ce que ça va produire, cette castration chimique au quotidien ? Enfin, ça va la stériliser de manière transitoire Oui, c'est ça. C'est, comme on a dit, castration chimique. Donc, on rend l'animal infertile pendant une certaine durée, souvent plusieurs mois. Donc, ça mime une stérilisation. Mais sans justement avoir cet acte chirurgical associé. Et donc, on peut voir quels seraient les effets de la stérilisation sur l'animal grâce à cet implant. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour des propriétaires qui hésiteraient, finalement, ils peuvent mettre l'implant pendant un certain temps, et puis voir comment ça fonctionne. Oui, voilà. C'est une pratique qu'on observe pas mal en Allemagne, par exemple. Oui, sur un animal qui est parfois agressif, on peut voir si avec cet implant, son comportement va changer ou pas. Alors, et si ce n'est pas le cas, comme je vous disais, le problème n'est pas hormonal, donc la stérilisation ne sera pas une solution. Après, gardez bien en tête que, encore une fois, avant d'utiliser ces notions d'implants, de pilules, etc., parlez-en à votre vétérinaire et voyons s'il n'y a pas d'autres problèmes, d'autres pistes, on va dire, à rechercher avant de tout de suite se jeter sur si je stérilisais mon animal, ça irait mieux. C'est souvent la solution un peu de dernier recours. Il y a des pistes à creuser avant. D'accord, ouais. Une petite information coût, ça vous intéresse ou pas ? Ah ben clairement. Ouais. Non, pas du tout. Non ? Alors on passe au sujet suivant. Pour le coup, je vais vous parler du coût. Un implant, ça va coûter environ 100 €. Il faut ça, c'est une information très intéressante. Enfin, parce qu'on n'a pas parlé du prix depuis tout à l'heure. Ah oui, il y a une promotion exceptionnelle. Avec le code, quel code tu nous diras ? Le code En Bonne Compagnie. Ah, voilà. Et il convient de le renouveler si besoin. Alors pour continuer donc 100 sur les prix, parce qu'on a blagué, mais c'est 100 € l'implant. Okay. Environ, après, voilà, comme on dit, on vous donne des fourchettes et en fonction des régions, en fonction des cliniques, etc., ça peut en effet varier, oui. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous voulez avoir des coûts sur la stérilisation ? Les coûts de la stérilisation. Alors encore des indications, des ordres d'idées, et c'est variable selon que ce soit pour le chat ou pour le chien. Alors une stérilisation chez un chat, c'est pas facile. Chez un chat, c'est entre 60 et 100 € pour un mâle. Et on va monter un peu entre 110 et 200 € pour une femelle. Vous voulez savoir pour le chien ? Ah oui. Alors c'est en moyenne 250 € pour un mâle et entre 350 € et 400 € pour une femelle. Donc c'est quand même un budget à prendre en considération. Alors oui, c'est un budget, mais néanmoins, j'attire quand même l'attention sur, encore une fois, je trouve que c'est un acte responsable, notamment pour les populations de chats, on en a parlé. D'accord ? Donc, quand on voit un chat mâle, typiquement, entre 60 et 100 € pour quand même un acte chirurgical, non, c'est clair. C'est quand même, je pense, très honnête, et surtout que ça permet, si ça peut permettre demain de limiter ces populations et donc du coup d'éviter la souffrance de certains chatons demain, je pense que ça se réfléchit et encore une fois, la responsabilité des propriétaires est concernée par cette acte-là. C'est ça, mon propos n'était pas sur le coût en lui-même, mais sur le fait que quand on est propriétaire d'un animal, on sait que ça va engendrer des coûts et donc il faut les prendre en considération en amont. Ouais, absolument. Et pourquoi de tels écarts là entre les mâles et les femelles et les chiens et les chats ? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'acte en lui-même de chirurgie sera différent entre un mâle et une femelle. En effet, on le sait, pour les mâles, les testicules sont dans le scrotum et donc du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, facile d'accès. Je ne vais pas rentrer dans les techniques chirurgicales, mais qui permet du coup un acte chirurgical moins invasif et moins long. Contrairement aux femelles, on sait que les ovaires se trouvent dans le ventre et donc du coup, il va falloir aller ouvrir au niveau justement de la paroi au niveau du ventre pour aller chercher les ovaires et du coup aller justement retirer ces ovaires-là. Donc c'est un acte plus invasif. Exactement. Alors attention, aujourd'hui c'est des actes où on sait clairement très bien les faire. C'est une chirurgie, ce qu'on appelle de convenance, c'est-à-dire que c'est des chirurgies qu'on fait relativement fréquemment à la clinique. Donc c'est une chirurgie qui aujourd'hui elle est bien encadrée. Donc voilà, ça fonctionne très bien avec des protocoles anesthésiques qui sont associés. Mais néanmoins voilà, c'est un acte qui est un peu plus long, d'accord, et un peu plus invasif. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette différence. Et ensuite, ne pas oublier aussi que pour les animaux, il y a une notion de poids en fonction du gabarit, bien entendu, et du poids. Des animaux qui sont assez grands, on va avoir tendance du coup à mettre plus de produits anesthésiques, d'adapter la dose. Et donc, du coup, tout ça fait que généralement, plus l'animal va être grand, d'un grand format, et plus cet acte de chirurgie va être d'un montant élevé. En général, on dit grand animal, grand coût. Voilà, c'est ça. Et c'est valable dans tous les domaines. Oui, exactement. Et c'est normal, en fait. C'est logique.
Bon, très bien. Je crois que les actes de chirurgie, c'est le matin en général dans les cliniques. Hein. Oui, effectivement, en fait, on aime bien quand encore ils sont frais. C'est ça. En fait, c'est surtout après. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi ? La première, c'est comme on l'a dit, c'est des actes de convenance, donc on aime bien les caler. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tels actes à tel moment, et plus la journée se passe, et plus il y a des urgences qui peuvent arriver, etc. Donc le fait de mettre ces chirurgies le matin, ça permet de bien les encadrer avec souvent un vétérinaire qui est responsable de toute la partie chirurgie, qui ne sera pas dérangé. Et puis après, ça aussi, vous le savez, c'est un peu comme l'humaine, c'est un acte chirurgical, donc il faut qu'on amène l'animal à jeun de la veille, pour pouvoir réaliser l'anesthésie en toute sécurité. Et donc, ça permet aux propriétaires de pouvoir amener les animaux dès le matin et que l'animal, du coup, n'attende pas trop avant son opération. C'est jamais agréable d'attendre dans une cage. Le ventre vide. Exactement, tout à fait. Donc, puis la gestion post-opératoire aussi après. Bien sûr, et après, tout à fait. Donc ça, c'était la partie en amont. Ensuite, il y a la chirurgie qui se passe. Donc généralement, en fonction, juste un ordre d'idée, chez un chat, une castration, on est sur une dizaine, quinzaine de minutes. Chez un chien, on va être plutôt autour de la demi-heure. Et après, chez les chattes, on est sur du 30-35 minutes. Et puis par contre, sur une chienne, en fonction du gabarit, ça peut être 3/4 d'heure, 1 heure. C'est considérable. Voilà, exactement. Et donc après, il y a toute la phase post-opératoire, la phase de réveil, puisque bien entendu, le réveil de vos animaux est surveillé. Et ensuite, on vous donne des nouvelles. Et puis ensuite, on vous appelle quand l'animal est bien réveillé pour que vous puissiez venir récupérer votre compagnon le soir pour pas qu'il reste trop longtemps hors de chez lui. Super. Bon, super. Je pense qu'on a appris plein de choses. Mais il y a eu quand même des informations auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Est-ce que tu pourrais essayer, Antoine, de faire un petit récapitulatif pour les gens ? Un court. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais là, tu as 5 minutes. Je crois que vous me connaissez bien. C'est pour ça que vous insistez sur le mot court. Alors, je dirais tout d'abord, et je pense que j'en ai suffisamment parlé, en parler avec votre vétérinaire, aborder le sujet avec lui ou elle qui pourra vous aider et vous épauler justement dans la décision et dans l'acte en lui-même. Donc il va falloir bien entendu peser le pour et le contre, ce que je disais un peu tout à l'heure, la balance bénéfice-risque selon votre animal, son mode de vie, donc il y a plein de choses à prendre en compte. Mais clairement, encore une fois, c'était pour vous donner des pistes, d'accord ? C'était pour aussi vous éclairer sur le sujet. Après, il ne faut pas non plus s'affoler concernant tous ces chiffres, ces maladies. On a parlé de plusieurs choses. Okay. Pas du tout. Ah non, clairement. Il y a vraiment tout un tas de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte, comme on en a parlé, on l'a vu, l'âge, la race, stérilisation, le moyen, le sexe de l'animal, etc., etc. Donc encore une fois, et je le redis, il faut en parler avec votre vétérinaire qui pourra s'adapter au cas par cas selon votre animal. Bon, super. Merci pour toutes ces informations. Je pense qu'on a beaucoup appris de choses aujourd'hui. Ouais, ça nous a éveillés, ça nous a ouvert les esprits. On sort de ce côté un peu banal et systématique. Et en tout cas, on se dit que c'est un vrai acte important. Et responsable. Et responsable. Et donc, ça, c'est chouette. Mais c'est quand même un acte sur lequel on est quand même confiant, où il y a de la maîtrise et de la connaissance. Bien sûr, tout à fait. Bon, merci à tous les deux. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, partagez-le. Allez, merci à vous et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.